Bienvenue dans ce nouvel épisode du Positive Leadership Podcast. Aujourd'hui, nous recevons une invitée exceptionnelle, reconnue pour son approche unique du bien-être et aussi du leadership personnel et de son développement. Écrivaine, réalisatrice, conférencière et bien d'autres casquettes encore, elle est experte du bien-être psychologique et énergétique. À travers ses livres, avec des succès énormes, comme La clé de votre énergie, Trouvez ma place, Donnez-vous toutes les chances d'aller mieux. Voilà, c'est ma vie qui décline. Eh bien, elle propose des outils concrets pour surmonter les blocages et mieux gérer surtout nos émotions. Son approche qui est fondée sur des expériences personnelles et des rencontres avec des experts du monde entier, d'univers très différents, a touché des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de lecteurs en quête d'équilibre et de transformation. Donc aujourd'hui, nous allons explorer avec elle les clés du leadership positif, aller à la connexion de toutes ces énergies du leadership positif, de la résilience émotionnelle et de l'impact que chacun d'entre nous peut avoir sur son bien-être et celui des autres autour de soi. Natacha Calestrémé, je suis extrêmement heureux de vous accueillir au podcast Leadership Positif aujourd'hui. C'est un immense plaisir pour moi aussi d'être là. Et merci pour cette présentation. Je vais partir, tout est dit. Non, peu de choses sont dites. Alors moi, j'aime toujours bien démarrer, Natacha, avec un petit peu les racines, les origines, éventuellement le début de pourquoi des personnes. Et donc, mes invités, j'aime bien démarrer en fait par d'où ils viennent. Donc, vous êtes né à Bordeaux, je crois. Savoir que votre papa était passionné par la nature. Il vous a emmené faire plein d'expéditions avec la famille. Votre maman était une conteuse. Et vous avez même eu un grand-père guérisseur, je crois. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, peut-être de ces rencontres, de ces moments qui ont façonné vos valeurs, qui ont façonné votre curiosité ou votre désir de faire des choses qui se sont révélées des années plus tard? Oui, avec plaisir. Mes parents sont deux grands enfants qui n'ont cessé encore aujourd'hui de s'émerveiller de tout en disant on va voir l'église romane du XIIIe siècle à trifouillis.com et puis on va aller la revoir sous l'automne parce qu'elle est de toute beauté, parce qu'il y a un chèvrefeuille, etc. Et ils n'ont cessé de s'émerveiller devant la beauté de la nature avec ce regard d'enfant et j'ai appris à ne jamais me lasser de la merveille de la nature. Mon père avait longtemps comme livre de chevet les dictionnaires des plantes qu'il connaît en latin sous toutes ses formes. Donc j'ai aussi cette passion que je partage avec lui de la nature. Je suis absolument passionnée de nature, et de mots. Et ma mère conteuse. Les histoires, c'est quelque chose qui m'a nourrie. Alors quelque chose qui est vraiment de moi, c'est ce sentiment de très tôt d'avoir comme une mission d'aider. Ma première mission, vraiment, où je me suis dit, il faut absolument que j'aide cette planète. Je me rendais absolument pas compte que c'était absolument difficile, mais j'avais vu Gorille dans la brume avec Diane Fossé, et je me suis dit, moi, je veux toucher Digit, ce gorille. Je veux être cette exploratrice du monde animalier. Et comme j'étais passionnée par les médias, j'essayais de trouver le moyen qui me permettrait d'aider sur le plan environnementaliste, mais par le biais des médias. Et c'est comme ça que j'ai créé les héros de la nature qui étaient diffusés sur France 3 et France 5. On va y revenir un peu plus tard parce que là on fait un raccourci très rapide. C'est vrai. Mais c'est bien en tout cas. C'est mon ADN, on va dire que c'est vraiment mon ADN. La nature, l'environnement, l'envie d'aider et l'envie d'aider les autres, les animaux les autres. comme les hommes. Au départ, vraiment l'environnement et les les animaux, et puis par la force des choses. Plutôt après du côté de la santé, le bien-être. Alors notamment, vous avez parlé de maman qui était conteuse. Alors une conteuse, je me permets de demander, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit des histoires, qui les écrit, qui compte des récits familiaux ou qui écrit? Non, elle est devenue petit à petit, mais au début, elle travaillait en centre aéré à la mairie. Oui. Et au lieu de faire enfiler les perles aux enfants, elle leur disait on va organiser un spectacle pour la fin de l'année. Et donc, on va créer des décors, on va créer une histoire. Et elle a fait des choses exceptionnelles avec des petits bouts
des spectacles avec des décors de 30 mètres, enfin des choses assez incroyables, où elle reproduisait une grotte. Voilà. Et donc elle était conteuse dans le sens où elle permettait à des enfants de raconter une histoire, voilà. Et de la créer de zéro, de toutes parts. On voit là quand même quelques graines entre le papa, l'environnement, la nature, la maman qui monte des spectacles, réalisatrice future, qu'il y a des choses qui ont germé peut-être à ce moment-là. Et alors il y a aussi autre chose, Jean-Philippe, qui a vraiment compté, c'est que dans la mesure où j'ai une sœur jumelle, alors j'ai 2 sœurs, dont une qui est décédée, mais ma sœur jumelle, très vite, on avait les mêmes compétences physiques, on faisait de l'athlétisme assez haut niveau, et on faisait les mêmes chronos au centième de seconde près. Et donc, à la piscine, parce que je fais la plongée sous-marine aussi, quand j'avais les cheveux en arrière, mon père et ma grand-mère se trompaient, c'est dire qu'on se ressemble. On se ressemble plus du tout maintenant parce que là, les cheveux courts, etc. Puis on a un tempérament différent. Mais très vite, la question de la place, puisque vous avez cité mon livre « Trouver ma place », s'est imposée à moi comme une évidence. Comment je sors de cet être bicéphale, les jumelles. Et non, je ne m'appelle pas les jumelles, elle m'appelle Natacha, et elle s'appelle Lydie Castel. Voilà. Donc, Et la position des jumelles par rapport à la 3e sœur, vous étiez les aînés ou vous étiez donc, les aînés? Très compliqué pour la 3e, pour trouver sa place. Toujours, Et ce grand-père guérisseur, c'était qui? Alors, c'était le père de ma mère, qui m'a... il était fascinant parce qu'il avait... les gens venaient même... Certains, paraît-il, de Russie sont venus. Il était vraiment... pour le consulter. Des gens qui venaient de partout pour le voir. Alors, au début, c'était fascinant. J'ai jamais été... Enfin, j'ai souvent été en bonne santé. Mais je me souviens qu'avoir été malade et que... il m'avait mis un espèce de baume bizarre avec des sparadraps. Et je disais à ma mère, non, je veux pas le baume, je veux des médicaments. Ma mère me dit, mais tu vas guérir 10 fois plus vite avec ça. Il est plus à la science. Mais non seulement je croyais plus à la science, mais surtout je voulais être normale. Et 2 sparadraps sur le coup, c'était pas possible. Pas très esthétique. Donc, en fait, en grandissant, Jean-Philippe, j'ai fini par mettre de côté cette science quelque chose qu'on n'expliquait pas, qui était bizarre, en me disant c'est trop bizarre, ça me rassure pas. Et puis voilà, donc au début c'était génial. Et plus le temps grandissait, plus j'ai voulu me rassurer. J'ai aussi une famille de médecins. Alors ça me rassurait plus. Il y avait quelque chose comme ça. J'ai un côté quand même très cartésien. Mais je dirais que la vie s'est chargée de me dire... je dirais que je me sens la mission de faire ce pont entre la science et le bizarre. Et le bizarre. On reviendra au bizarre tout à l'heure, Natacha, parce que vous avez exploré pas mal de domaines du bizarre. Absolument. En utilisant vos mots. Alors, vous avez ensuite fait de multiples métiers, et en démarrant, je crois, par un BTS en publicité et en communication. Et donc, vous avez débuté ainsi votre carrière dans la pub, la presse écrite. Et votre parcours s'est construit progressivement en passant ensuite du journalisme à la réalisation de documentaires, puis à l'écriture et au développement personnel. Vous êtes réinventé donc plein de fois. Alors par exemple, je suis curieux de comprendre comment déjà on passe, parce que c'est pas trivial. Je vois même aujourd'hui, je passe du temps des fois à coacher des jeunes et qui s'imaginent, se projettent dans un job, dans des compétences. Comment on passe de la pub, justement, on vend des espaces publicitaires, et moi j'étais de l'autre côté de la barrière où on me vendait les espaces il y a pas mal d'années, et pour devenir finalement une journaliste, quoi. Alors, en fait, quand je fais un bac scientifique, et j'ai cette idée de créer les héros de la nature, qui est donc cette série de documentaires où je mets en valeur les gens qui consacrent leur vie à sauver les crocodiles, les baleines, les guépards, etc. Et je me dis, comment je fais, habitant à Bordeaux, avec mon bac scientifique, mon BTS publicité communication, pour y arriver? La pub, je sais vendre. C'est intuitif, je sais vendre. Et donc, je vais vendre des espaces publicitaires, une petite boîte un peu, ensuite François, ensuite VSD. Je rencontre Nicolas Hulot qui crée VSD Nature. Et ça cartonne pas possible. Et
là, moi, il faut imaginer, Jean-Philippe, que ça fait plusieurs années que je suis rentrée donc à François, ça marche très très bien. Je postule d'ailleurs à VSD, et puis je rentre à VSD et je me vois bosser à l'intérieur. J'ai comme un espèce de flash, je me vois bosser à l'intérieur. Et comment elle s'appelait, Anne-Sophie, dont je ne sais plus, la directrice me dit non, on ne vous prend pas parce que l'équipe est complète, mais votre profil m'intéresse. Et je repars, je me dis mais comment j'ai pu avoir ce flash cette vision alors que... Et elle me rappelle 6 mois après en me disant on a quelqu'un qui est parti, on vous veut vous. Et à ce moment-là, Nicolas Hulot arrive et on crée VSD Nature. Enfin, il crée VSD Nature et je rejoins donc cette équipe-là. Et à l'intérieur de moi, je me dis bon, je me rapproche de la nature, mais je fais toujours pas le rêve. Voilà, bon. Et puis en fait, je viens de me marier et quelque part il y a quelque chose à l'intérieur de moi où j'oublie de vous dire que j'écris en parallèle sous pseudo. Luce, mon deuxième prénom, et Calès, qui est Calès Trémé coupé en deux, donc sous Luce Calès. J'écris sous pseudo dans des mensuels en tant qu'environnementaliste, parce que comme je lis énormément, j'ai la possibilité de proposer des articles auxquels personne ne pense. Par exemple, j'ai été la première à proposer un article sur les plantes dépolluantes qui était suite à une étude de la NASA. Voilà. Et donc, et des rédactrices en chef me disent, bon, elles m'apprennent mon boulot. Elles me disent, bon, ton sujet, il est génial, mais regarde, il faut l'introduire comme ça, regarde, il faut toujours expliquer, il faut, dans les premières lignes d'un article, il faut savoir, il faut préciser ce qu'on appelle le chapeau, avec un O à la fin, que l'on sache précisément quels sont les enjeux de l'article. Ce qu'on va y trouver. Donc j'apprends à écrire. Et donc, sous pseudo, parce que VSD, ils sont absolument pas au courant, j'ai pas le droit. Parce que vous vendez de la pub pendant ce temps-là pour VSD, on est d'accord. Pour gagner ma vie. C'est ça. Mais la nuit, vous travaillez là-dessus, quoi. En fait. Voilà. Je suis une forcenée de boulot, je bosse. Voilà. Au week-end. Et donc, je lis et j'écris. Je lis, j'écris, je lis, j'écris. Bon. Et je me dis, mais quand est-ce que j'arrive à... Et alors... Là, quelque part, comme j'arrête pas de proposer, je vais voir des producteurs pour proposer, et toutes les portes, vous n'êtes pas de réalisatrice, vous connaissez rien au documentaire, c'est nul, vous n'y arriverez jamais. Bon. Et donc, toutes les portes se ferment. Et donc, il y a une forme de renoncement. Ça fait 6 ans que je cours après ce métier, j'y arrive pas. 6 ans. Et mon ex-mari, à l'époque, me dit écoute, on rentre à Bordeaux, on est monté à Paris pour que tu mettes en jeu tes rêves, mais tu vas pas y arriver. Donc on revient sur Bordeaux. Et je capitule. Et donc, je dis, je vais voir le patron de VSD et je lui dis, je te monte une succursale de vente de publicité dans le sud-ouest. Et il me dit, OK. Et j'arrive à convaincre Nouvelle Obs, TéléZ, pour créer une vraie structure. Et là, il va se passer un truc que je n'ai pas souvent raconté. Une semaine incroyable. Nicolas Hulot rentre du Guatemala, je crois, et il me dit, je viens de lire un livre extraordinaire, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il faut que tu le lises. Superbe livre. Je lui dis, tu pourrais me l'offrir? Non, il faut que tu le lises. Bon. Et je le lis, et à l'intérieur de ce livre, on apprend la pluie de signes et notre destinée personnelle. Et ça me parle, et je me dis, ma destinée personnelle, oui, mais c'était pas rentré pour faire de la pub. Le lendemain... Donc là, ça me chamboule, je prends une claque. Et vous dites, je ne peux pas renoncer à... Ça me travaille. Là, je me dis, ouf, mes rêves. Le lendemain, j'ai une amie qui vient et qui me dit, est-ce que je rentre d'Inde, est-ce que je peux dormir chez toi? Ah oui, il faut savoir que mon mari, à l'époque, il est en train d'apprendre un boulot à Bordeaux puisqu'on rentre. Oui, c'était donc il n'est pas là. Je suis toute seule et il faut que je sois toute seule, vous allez comprendre. Elle me dit, je peux venir, tout ça. Bon, je dis, oui, viens. Et elle arrive avec 2 enfants, c'est l'enfer. Elle me met une tête au carré. Les petits. Les petits, j'en peux plus. Je me dis, je suis pas prête pour planter mes légumes et avoir des enfants. Je suis pas prête. Ça, c'est la deuxième claque. Le mercredi, ma sœur jumelle m'appelle, qui me connaît mieux que personne. Elle me dit, tu sais, maintenant que je peux te le dire, maintenant que tu rentres, je pensais jamais que tu rentrerais à Bordeaux. Je te voyais rester des années à Paris. Bam. 3. Le jeudi, j'ai une ancienne nana qui travaillait en tant que commerciale sous mes ordres quand j'étais à François, qui m'appelle et qui me dit
y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose. Alors, on va déjà dans un peu le bizarre. Vous acceptez ou pas? Oui, j'accepte tout à fait. J'y suis prêt. Bon. Elle me dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Je dis, il m'appelle. C'est quoi cette nouille? J'avais ce côté très franc-parler. Oui, très direct. Elle me dit, le problème, c'est qu'il est mort. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, j'ai quelqu'un qui veut te parler, qui est mort, qui veut te parler, qui veut te dire quelque chose. J'y vais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais la voir. Et elle me décrit mon grand-père, et qui me dit, et ta voix, et ta destinée. J'ai de l'émotion, en y repensant. Et où sont tes rêves? Tu peux pas t'arrêter là. Et je dis, mais il veut dire quoi? Elle me dit, j'ai pas d'autre info. Je dis, la nature, protection de la nature. Et elle dit, oui. Et là, je me dis, waouh. Là, on est jeudi. Donc là, je suis bouleversée. Et le vendredi, à 17h, je dois signer mon contrat pour partir. 17h, j'y vais pas. Je reste, je suis pétrifiée. Je me dis, qu'est-ce que je fais? 18h, coup de fil. Chasseur de tête qui m'appelle et qui me dit, on a vu vos résultats de vente qui sont exceptionnels. On vous veut sur France Télévisions. Wow. Donc, on vient me chercher pour m'amener en France Télévisions. Sur Paris. J'étais déjà sur Paris. Oui, non, mais en restant sur Paris. Sur Paris. Très clair. Et là, le truc fou qui se passe, c'est que je propose les premiers programmes courts, ça n'existe pas à l'époque, environnement, où des stars viendraient dire ce qu'elles feraient pour l'environnement. Et je connais rien à rien. Je vais voir un producteur, je me fais pas payer. Je vais voir des stars qui me disent, c'est génial votre projet. Je fais ça à la One Again sans connaître rien à rien. Le projet, c'était quoi? Juste une page ou deux où vous aviez défini la thématique? Même pas, d'accord. 1 minute, c'était environnement. C'était une star s'exprime sur ce qu'elle fait pour l'environnement en 1 minute. En 1 minute, oui, très. Bon. Donc voilà, et je tourne 15 stars. Et je me dis, c'est génial. Et en fait, ce que je sais pas, c'est qu'à France Télévisions, même le balayeur, il a envie de faire de la télé. Tous sont des passionnés. Tous. Oui. Et en fait, sont là, ma chef, quand elle apprend ce projet, elle me dit, elle va prendre ma place. Et j'ai multiplié par 10 le chiffre d'affaires de France Télévisions, de la publicité option parrainage. Je m'occupais que du parrainage. Parce qu'en fait, j'ai dit à tous mes clients, je dis, moi je grandis, je vais en télé, les gars, vous venez tous en télé. Et ils me suivent tous. Donc non seulement vous créez cette production nouvelle, le contenu, mais vous amenez les clients avec. Voilà. Fabuleux. Et donc, je fais peur à tout le monde, je ne me rends pas compte. Vous êtes une ovni un petit peu dans le paysage. Je me fais virer. Ah oui, carrément. Pour faute grave, parce que je suis censée pas travailler à côté, sauf que je travaille pas, mais il va falloir que je le prouve dans un procès. Et Michel Drucker va me dire cette phrase incroyable, il va me dire, parce qu'à l'époque, il va me dire, Natacha, c'est le coup de pied aux fesses qu'il vous fallait pour faire enfin ce que vous vouliez. Et je vais pas y arriver tout de suite, parce que je vais d'abord passer par l'étape jeu, où je vais reformater des jeux de l'étranger pour la France, où je suis payé une fortune. On vient tester, est-ce que l'important c'est l'argent ou est-ce que c'est ta volonté? Et pendant 1 an, le temps passe à chaque fois, un an de plus, un an de plus, un an de plus. Et je gagne de manière indécente ma vie. À l'époque, c'est 50 000 francs par mois. C'est monstrueux à l'époque. Et là, je me dis, t'es contente, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas ton rêve. Tu es toujours pas. Donc je pars, j'ai 0, et je me dis, je vais apprendre le documentaire à la base, assistante. Et je reviens à 0 quasiment, avec des mois où je gagne rien. Donc ceux qui nous écoutent, il y a Paul-Émile Victor qui dit « Un aventurier est un homme qui croit ses rêves, qui prend ses rêves au sérieux. » À partir du moment où on prend ses rêves au sérieux, même s'il faut retomber à 0, et je sais que vous savez ce que c'est, eh ben, il faut y aller, parce qu'il n'y a rien de tel que de se lever chaque matin en disant « Je kiffe ma vie, et c'est formidable. » Et tout le monde dans ma famille me dit « Natacha, t'es folle. T'as un métier incroyable, tu reformates des jeux, c'est l'éclate, tu gagnes hyper bien ta vie. » Et je dis, et je cours après. Moi, Digit, le gorille, il m'attend toujours. Je dois le voir. Comment je fais? Bien sûr. Comment je fais? Et il va y avoir encore 1 an qui va se passer. Où en fait, il y a Bernard Majani, patron de M6,
Parce qu'en fait, à un moment donné, je suis dans les jeux et ça s'arrête. Et puis il y a Catherine Barma qui dit qui est-ce qui est documentaliste? Je n'ai jamais été documentaliste. Vous levez la main. Je lève ma main. Je dis bien sûr, je suis documentaliste. Ouais. Et elle me dit bon, il y a une émission, il faut absolument que on récupère des archives. Les archives, il faut les payer. Et moi, je dis les archives, on ne va pas les payer. Comme je ne connais pas les codes, j'en invente. Oui. Donc je vais voir ceux qui ont des archives en leur disant on a une émission exceptionnelle, on ne va pas vous acheter les archives, vous venez les donner gratuitement parce que c'est un honneur. Oui, le truc. que vous puissiez. Vous êtes une excellente vendeuse, on s'en rappelle, Natacha. Donc, très fort pouvoir donc j'arrive à voir des vente. archives incroyables pour gratuitement. 0. Ah oui. Et donc un jour, j'ai Bernard Majani qui est à la fois patron d'M6 International et directeur de Pathé Archives. Et je lui raconte ma salade. Et il me dit, vous n'êtes pas documentaliste. Et il me dit, vous êtes un ovni. D'accord. Et il me dit, demain matin à 10h, vous êtes dans mon bureau. Wow. Je vais dans son bureau et je lui raconte les héros de la nature. Et il me dit, mais ça, moi, je veux le produire. Je veux le faire. Donc, vous êtes embauché. Je ne sais pas pourquoi faire. Vous êtes embauché. Et il me dit... qu'est-ce que vous pourriez faire? Je dis, j'ai remarqué que vous aviez des documentaires pour la télévision qui sont des formats différents. Je peux tout reformater en 42 minutes pour les États-Unis. Il me dit, d'accord, vous avez carte blanche. On a un film sur la corrida qui a fait 0,5 d'audience. Reformatez-le totalement. Le réinventer pour voilà. Et doubler, c'est ce que j'ai tripler, fait. quadrupler l'audience. Alors j'y suis resté 9 mois de plus. Et au bout de 9 mois, j'ai compris qu'il ne me produirait pas. Et là, je suis allée voir un producteur en disant j'ai un projet génial, j'ai appris tous les métiers pour y arriver, notamment le montage. J'étais prête. Ça s'est fait comme ça. Quelle histoire incroyable, on va y revenir parce qu'il y a plein d'autres épisodes, je sais, entre-temps. Mais ce que je retiens un peu ce que vous avez confié, Natacha, je vous en remercie, c'est d'abord ces 2-3 jours vraiment critiques dans votre vie à un moment donné, où vous avez des signaux, 3, qui se conjuguent les uns les autres, et qui vous font dire vraiment, Natacha, tu n'es pas à ta place là où tu es. Voilà. Et il faut que tu assumes ta destinée, reconnecte-toi à ton destin personnel, à ce que tu dois faire dans cette vie. Et ces rêves de petite fille. Et ça, je trouve que c'est un message qui est évidemment très fort et tellement important quand on veut se réinventer, que ce soit dans un job, que ce soit dans sa vie sociale, personnelle, d'avoir le courage d'abord d'écouter ces signaux qu'on entend. Des fois, c'est une petite voix intérieure, on sait, qui nous dit des choses. Et puis, il y a des signaux extérieurs aussi qui se connectent à tout ça. Mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Oui, alors ce que vous avez dit aussi, je pense qu'il y a un grand enseignement, c'est que vous avez, moi, qui est une valeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle le growth mindset, cet esprit qui a un appétit féroce d'apprendre sans arrêt de nouvelles choses. Moi, j'adore ça aussi. Et donc, qui est curieuse par nature et qui n'accepte pas le fait de dire « je ne sais pas faire ». Voilà. Et qui est prête à apprendre dans les manières les plus incroyables. Vous êtes une entrepreneuse, très clairement. Alors, ce qui m'a manqué dans l'histoire encore, dont je reviens un peu dessus, c'est pourquoi cette passion pour le gorille et l'environnement? Parce que j'ai entendu une histoire, à un moment donné, je ne sais pas, avec votre papa, il y a un fameux rhinocéros noir, je ne sais pas si c'était ça, ou il y a eu d'autres choses. Est-ce qu'il y a eu un signal, à un moment donné, qui fait... Il y a un signal. Voilà, la nature, ces animaux, c'est quelque chose de très important pour moi. Tout à fait. J'ai 9 ans et mon père écoute la radio et je vois son visage se fermer et il me dit « ça y est, le dernier rhinocéros noir est mort. On en a retrouvé depuis. » Mais je me dis, comment c'est possible que le 3e plus gros mammifère terrestre, après la baleine et l'éléphant, puisse s'éteindre? Disparaître. C'est pas possible. Et là, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui vacille et où je me dis, avec mon âme d'enfant, de naïveté et de comment dire, de rêveuse, parce qu'il y a quelque chose en moi qui continue tout le temps de rêver, c'est que je vais faire en sorte que plus aucun animal ne s'éteigne, ce qui est fou, parce que bien sûr qu'on ne peut pas y arriver. C'est une utopie. C'est une forme d'utopie. Bien sûr. Même si elle est très belle, et il faut par contre... convaincue, à l'âge de 9 ans, que ma vie maintenant, c'est ça. Et ça va guider absolument tous mes pas. Et donc chaque fois que je tombe sur un magazine, sur un quotidien, sur un hebdomadaire, sur un livre qui dit un tel
Paul Watson fait ceci, cela, Nicole Villotto pour les serpents, et Diane Fossé pour les gorilles, et Jane Goodall pour les orang-outans, et Birute Galdikas pour... Jane Goodall pour les chimpanzés, Birute Galdikas pour les orang-outans. Je déchire la feuille et je mets dans la pile Heroes of Nature. Et ça s'empile. Parce que c'est dossier papier tout ça à l'époque. Voilà. Et j'ai des piles chez moi par dossier parce que j'ai plein de projets. Oui, vous avez constitué au fil du temps. Ouais. J'ai d'ailleurs plein de projets que j'ai jamais mis. Alors justement, ces projets, vous avez parlé de votre apprentissage de ce métier de productrice, réalisatrice, et tous les sous-métiers qui l'accompagnent sont très importants. Vous avez touché à des tas de sujets différents, je crois, comme la mortalité des abeilles, évidemment le réchauffement climatique, également l'autisme, des phénomènes inexpliqués, bien d'autres. Si vous deviez sélectionner, je sais que c'est toujours très dur, un ou deux sujets qui vous ont le plus marqué, soit par ce que vous avez appris, mais les découvertes et les rencontres que vous avez faites de personnes, et d'animaux aussi, peut-être, et de la nature, qu'est-ce qui vient spontanément à votre esprit ? Alors, il y en a un, c'est Mortalité des abeilles, la fin d'un mystère, parce que à l'époque où je fais les héros de la nature pour France 3 et pour France 5, ils se mettent à acheter en direct à National Geographic, Discovery Channel. Ça coûte trop cher de produire. Oui. Donc, je me dis, je vais être une des dernières. À l'époque, je parle. Donc, il faut que je me réinvente. Et je me dis, c'est la science. Donc, il faut aller du côté de la santé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'intuition que... J'ai lu un article scientifique d'un Allemand, le professeur Heinrich Katz, qui avait fait une étude en montrant qu'il y avait des abeilles qui, en butinant des plants OGM de maïs, avaient... le gène de l'OGM était passé dans les abeilles. Ça met plus de 100 ans dans le monde naturel et ça avait mis 1 an grâce à une bactérie qui était dans l'abdomen des abeilles. Et je me suis dit, si la nature est capable de dériver de cette manière-là, de manière si rapide, c'est gravissime. Et je me dis, peut-être que Monsanto qui avait créé le gène Terminator qui consiste à rendre stériles des plants, pour obliger les agriculteurs à racheter les graines, c'est-à-dire aller contre le principe de l'agriculture. Oui, complètement. Bon. Eh bien, je me suis dit, tout de suite, je me suis dit, l'abeille butine les plants Terminator, stérilité, cette bactérie que l'abeille a dans son ventre, on l'a aussi, c'est peut-être la fin de l'humanité, on va tous devenir stériles. Et donc, je me suis dit, je vais écrire un livre, une fiction sur la fin des abeilles, qui serait la fin de l'humanité, etc. Et je commence à écrire, je prends contact avec plein de chercheurs aux États-Unis, en Suisse, l'INRA en France, le CNRS, etc. Je suis en contact avec tous les chercheurs. Tous les spécialistes. On est en février 2007, en novembre 2007, hécatombe mondiale des abeilles. J'ai tous les contacts. Je suis la première à pouvoir proposer un film sur la question. Et ce film va être un succès phénoménal, même diffusé au cinéma. Et pourquoi il compte pour moi ? Parce que c'est le film où je switch de l'animalier vers le scientifique pur. Après, je vais faire l'autisme, après, je vais faire les perturbateurs endocriniens, etc. Mais c'est on va dire, le déclencheur. Est-ce que depuis, vous avez une ruche dans votre jardin ou pas ? J'ai essayé de faire en sorte que les abeilles viennent toutes seules. Elles ne sont pas venues. J'ai mis une ruche qui malheureusement n'est pas habitée. Je ne suis pas douée, franchement. Il faut plus de... Alors, en 2010, vous avez dirigé la série Enquêtes extraordinaires sur M6, je crois, qui donc aborde des thématiques telles que les guérisseurs et le sixième sens, notamment. Alors, comment cette expérience a évidemment influencé votre intérêt pour le développement personnel et tout ce qui s'y rattache finalement? Moi, grâce à mon grand-père, je suis toujours intéressée par, on va dire, ce qui n'est pas expliqué. C'est-à-dire que c'est concevable dans ma vie. La science me rassure, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais tout ne peut pas s'expliquer par la science, et tant mieux. Et vraiment, je me dis, la magie de la vie, c'est
c'est formidable si on peut ne pas tout expliquer et qu'il y a une part de mystère. C'est quel Qui bonheur, reste, bien sûr. quel bonheur. Inconnu. Bon. Donc, je suis fascinée par les chamans, Oui. par les guérisseurs, par les moines bouddhistes, par tout ce qui crée du merveilleux et de non expliqué. Et à l'époque, je suis mariée avec Stéphane Alix, qui partage cette envie. D'accord. Et c'est son projet au départ. C'est lui. C'est lui qui... D'accord. Et comme je suis réalisatrice et qu'il ne l'est pas, Ouais. il me propose de réaliser la série. Et c'est ce qui va se passer. Donc, je vais écouter avec beaucoup de bienveillance toutes ces personnes. Et comme je fais beaucoup de choses, je m'occupe encore une fois de Oui, beaucoup de sujets choses, différents. Ouais, ouais. et notamment du casting, je me rends compte qu'il y a des charlatans, Ouais. et pas qu'un peu. Il y a des gens qui sont persuadés, qui ne sont pas charlatans, enfin, dans leur âme, ils Et sont qui persuadés de faire le bien, convaincus, Oui, oui. et qui sont véritablement des charlatans. Oui. Et puis, il y a quelques-uns qui font des choses fantastiques, et je me dis, ça serait bien qu'on les teste, ces gens. Et donc, on va les tester. Et on va les filmer en train d'être testés. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, et il y en a qui vont être diffusés en prime time. Ouais. Donc, c'est une très belle aventure et qui va marquer un tournant parce que je vais rencontrer des chamans à travers le monde entier, l'Australie, le Pérou, le Brésil, la Namibie, le Kenya, la Tanzanie. Et là, je me rends compte d'une chose exceptionnelle, extraordinaire, c'est qu'ils disent tous la même chose. Alors, quel est leur message ? Ils disent tous que quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Que quand on perd de l'énergie, on perd des parties d'âme. C'est bizarre. Ouais. Et que pour récupérer cette énergie, il faut faire un recouvrement d'âme. Au Cambodge, ils appellent ça le rappel d'âme. Et ils ont tous ça en commun. Tous. Est-ce que, avant de poursuivre, évidemment, Ouais. parce qu'on ouvre la porte, Ouais. sur l'âme, est-ce que vous pouvez partager votre définition de l'âme ? L'âme, moi je mets de côté les concepts religieux, parce que ça regarde chacun et chacun fait sa propre Et son tambouille. choix. Ouais. Finalement, un ancien combattant, quand il revient à l'endroit où il a fait la guerre, Ouais. il dit « Ici, j'ai perdu une partie de mon âme ». On entend ça. Ouais. Une personne qui a été sauvagement violentée, ou qui a appris la mort d'un proche, un enfant, un père, une mère, un conjoint, une conjointe. Elle dit « Ce jour-là, j'ai perdu une partie de mon âme ». Ouais. Qu'est-ce qu'on dit quand on va mourir? Qu'on rend l'âme. Ouais. Non? Oui, absolument. Bon. L'âme, c'est quoi? Finalement, l'âme, c'est à l'intérieur de nous cette énergie qui perdure, qui est là avant qu'on naisse et qui perdure après, ce qu'on appelle la survie de la conscience. Personne n'est revenu de la mort pour nous dire ce qui se passe et personne... Je ne peux pas prouver ce que je dis. Oui. C'est ma conviction et j'invite les gens qui écoutent à se faire leur propre opinion et à ne pas écouter et à dire elle a raison, chacun se fait à son libre arbitre. Totalement. Son Et c'est expérience. super important. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Ne le faites pas. Et vous avez raison. Ouais. Et si ça vous parle, ça vous parle. C'est ma conviction à travers les différentes expériences que l'on a menées, notamment avec Stéphane, Ouais. et les chamans que j'ai interviewés, notamment aussi pour le magazine Géo, bon, papier. Donc, c'est cette partie de nous qui, on va dire, que l'on perd. En fait, si vous voulez, à travers mon expérience, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on vit un drame, quand on vit quelque chose de très douloureux, on est séché. Ouais. Bon. Et la psychiatrie, en psychiatrie, on explique ce côté de perte d'énergie de manière très simple et très documentée, qui sont 3 états. La sidération, on est pétrifié. Ouais. Je viens d'apprendre la mort de quelqu'un, je viens d'avoir un accident de voiture, j'apprends que mes parents divorcent. Je suis sidéré. Anéanti. Sidération, on Ouais. est anéanti. Ouais. Pétrifié. Deuxième étape, en quelques secondes,
la dissociation, je regarde la situation comme si j'étais étranger à moi-même. Je suis incapable de réagir s'il y a un accident. Il dit rien alors que c'était sa mère, elle vient de mourir, il dit rien. Incapable. Et la troisième étape qu'expriment les psychiatres, c'est la fuite mentale. On est incapable de parler, incapable de réagir, et dans le cas de violence, incapable de se défendre. Quand on dit par exemple, à 12 ans, elle n'a pas réagi quand elle s'est fait violer, donc elle est consentante. Il y a eu des tas d'affaires où on a dit ça. Non, elle est dans un état de sidération, de dissociation et de fuite mentale qui l'empêche de réagir. Et cette fuite mentale, cette fuite d'énergie, c'est finalement cette fuite d'âme, cette perte d'âme, comme disent les chamans, c'est une protection. Parce qu'en fait, le corps, il nous protège en toutes circonstances. Une blessure, une coupure, par exemple, notre corps émet des endorphines pour nous protéger et qu'on souffre moins. Dans le cas d'un drame, d'un choc, d'une agression, c'est également une protection. Cette perte d'énergie, c'est pour faire en sorte que la partie de notre corps, la partie de notre énergie qui est impactée par le drame, elle s'échappe pour nous donner une chance de rester debout. Et donc, au fil des agressions, au fil des conflits, on a perdu de l'énergie. Et on a perdu des choses. Et donc, à quoi on voit qu'on a perdu? Parce qu'on dit... J'arrive pas à prendre décision. Je suis perdu. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien. Je suis perdu. Est-ce que tu veux changer de métier? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'en sais rien. On est incapable. On est incapable. On est perdu. On est dans un état de sidération, de dissociation et de fuite mentale. Voilà. Et donc, la perte d'âme, c'est ni plus ni moins qu'une perte d'énergie. Et la bonne nouvelle, c'est que cette énergie, on peut la récupérer. Alors, on va en parler dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais, Natacha, qu'on passe par l'épisode des polars psychologiques. Parce que c'est très intéressant, je trouve. Donc, dans la découverte de toutes ces thématiques que vous exposez, vous êtes passé par la fiction, finalement, pour raconter des histoires. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi avoir utilisé polar et puis peut-être un début d'histoire, pas toute une histoire de ces polars qui a connu un grand succès. Ça, je me suis dit, comment je fais pour toucher les personnes qui sont convaincues par... non, je sais comment toucher les personnes qui sont convaincues par l'environnement, parce qu'elles regardent des films. J'avais écrit un premier livre, Les héros nature aussi. Ils vont acheter mon livre, etc. Mais les gens qui se foutent complètement de l'environnement. Comment les toucher? Complètement des abeilles, complètement de l'autisme, etc. Comment je fais pour les toucher, ces gens? Et moi, j'adore les polars. J'adore les intrigues, j'adore deviner qui a tué. C'est une passion chez moi. Et j'en ai lu des centaines, pour pas dire des milliers. Bon. Et je me dis, je vais écrire un polar. Et je me dis, mais j'y connais rien. Donc moi, toujours pareil, pragmatique, je suis allé voir la police judiciaire. Ah oui, carrément. Bah oui. Vous avez fait votre enquête. Et le 36 quai des Orfèvres. En disant, bon, je veux voir, je peux le citer, Laurent Laclos-Lacroutz, et il est quoi? C'est quoi son grade, flûte? Il est comme mon héros. C'est pas grave. Non, bon, peu importe. Bon, major exceptionnel. Bon, il est major exceptionnel. Et il travaille au syndicat de la police. Et il faut savoir qu'un police, c'est le syndicat qui est habilité à parler aux médias. Bon. Donc, je prends contact avec le syndicat de la police, avec ce type qui a envie d'écrire. Donc, je dis, je propose un deal. On va le faire ensemble. Je dis, non. Je dis, vous m'aidez, vous me conseillez, je veux rentrer dans la police pour voir comment ça se passe. Je veux vraiment voir. En attendant, je vous aide. Bon. On tape. Il me dit, il va m'engueuler que je dis ça. Il me dit, si je dis que vous êtes journaliste, vous rentrerez jamais. Si je dis que vous êtes écrivain, vous rentrez dans 6 mois. Vous êtes la meilleure amie de ma femme. Je dis, elle fait quoi? Elle est commissaire divisionnaire. Ok, elle s'appelle comment? Bon, ok. Donc, et donc, du coup, je suis la meilleure amie de sa femme, que j'avais jamais vue à l'époque. Et je vais, je rentre à la police judiciaire et je prends des notes. Et à un moment donné, je me souviens, il y a un capitaine qui passe et qui dit, oui, un tel qui a été tué avec ça. J'ai dit, mais on ne peut pas tuer avec ça. On en a tous. Moi, j'en ai dans mon sac. C'est là, les filles, elles ont... Peut-être vous-même, vous en avez dans votre sac une valise, un truc. On en a dès qu'on voyage.
Et il me dit, si, on soupçonne même qu'il a tué ses parents de cette façon-là. Et donc, j'ai eu plaisir à chaque fois à avoir, sur des cas concrets, des armes du crime absolument inimaginables. Le troisième, les racines du sang, c'est le méchant, il sait exactement ce que font ses victimes, sans caméra ni micro, mais avec un procédé qui est mis en place par Interpol pour suivre les mafieux. Voilà. À chaque fois, je vais chercher des trucs incroyables. Ah oui, donc c'était une dérivée, je pense, passionnante. Alors, vous parlez des armes du crime, des lieux du crime, peut-être, mais vous n'avez pas parlé des personnalités, des psychologies, peut-être, des criminels, parce que c'est sans doute un angle qui vous a intéressé aussi. C'est l'angle principal. Oui. J'ai même donné, on n'en a pas parlé, mais pendant 4 ans, j'ai donné des cours à l'école du cinéma de Luc Besson, auprès des scénaristes et des réalisateurs, pour apprendre à écrire un personnage, parce que la psychologie du personnage, ça me fascine. Voilà. Bien sûr, donc, et donc le personnage, j'ai vraiment cherché. Et alors, dans ces polars, il y a le côté réel, le crime, etc., ou la disparition, parce que Les Blessures du silence, c'est une disparition, une femme qui disparaît, et on ne sait pas ce qu'elle devient, et chacun a sa version, et tout le monde se trompe. Mais il y a aussi quelque chose à l'intérieur que je développe à travers mes recherches journalistiques, sur le plan phytosanitaire, sur le plan psychiatrique, sur le plan du diabète. Je suis voilà. Et puis sur le domaine du bizarre, je partage à chaque fois 2 protocoles qui sont en fait des rituels chamaniques que j'ai transformés en protocoles pour que ce soit plus digeste et que j'ai mis à l'intérieur parce que dans un polar, ça nous parle pas de nous. Et donc, il y a cette espèce de distance qui fait que, vous voyez, par exemple, à un moment donné, je parle de l'emprise, de phénomènes de perversion narcissique, etc. Si je vous disais, par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui est pervers narcissique, il y aura quelque chose à l'intérieur de vous qui dit non, je ne peux pas me tromper, c'est pas possible, non. Même si tous les... Voilà. Alors que si je vous fais lire un roman où le héros vit des choses et vous dites, tiens, ça je le vis. Ça me rappelle quelque chose. Ça je le vis. Ok. Et j'ai des psychologues qui m'ont dit, vous faites tomber des barrières, des freins qu'on se fixe soi-même. Pour se réaliser. Alors, prenez une gorgée d'eau. J'aimerais revenir, parce qu'on a parlé déjà de plein finalement d'outils de médiation que vous avez utilisés, les bouquins, les polars, les documentaires, ces rencontres incroyables. Mais tout ça, c'est aussi issu, je le crois, d'une période très compliquée que vous avez vécue entre 2011 et 2015, qui a été plus que marquante dans votre vie. Vous êtes bien renseigné, parce que mais enfin, même les chiffres... vous en parlez quand même assez régulièrement. Mais jamais on me dit des choses aussi précises. Moi, j'essaie d'être assez précis dans la recherche un petit peu. Vous en avez parlé sur différents podcasts, j'ai trouvé passionnant. Et donc, c'est un moment, évidemment... très important et donc est-ce que vous pouvez ou pas partager un peu, Natacha, le contexte de ces 4 années très dures, mais qui quelque part vous ont réinventé. Vous êtes réinventé. C'est pas voilà. Et vous avez décidé de ne pas être la victime de ces événements, mais d'être l'entrepreneuse de votre vie en renaissant de ces 4 années-là. C'est joliment dit. Si on m'avait dit en 2010, ou même 2011, ou même en 2014, qu'un jour je ferais du développement personnel, j'aurais éclaté de rire. Ça vous ressemblait pas du tout. Mais pas du tout. C'est quoi ce truc-là ? Pour bonne femme, je me sens très garçon dans ma tête. Bon, franchement, et je critique pas, je veux dire, mais c'était vraiment mon état d'esprit. Et effectivement, en 2011, je propose des films qui me sont refusés, je propose des manuscrits qui me sont refusés, je me retrouve au chômage, plus d'argent. Là, je le vis très très mal. Mais vraiment, c'est une humiliation. Situation d'échec qui était nouvelle pour vous, je dirais. Alors, échec, j'en avais connu plein, parce que j'avais proposé plein de fois des projets, on me disait non. Ah bon, donc il faut que je me remette en question. Après, je disais, ils sont en retard, je suis trop en avance. Bien sûr. Des trucs. Donc il faut que je refasse. Bon, donc les échecs, non, mais j'en avais vécu. Mais je retombais toujours sur mes patounes, on va dire. Bon. Pas là. Là, non, plus rien. Donc je le vis très très mal. Et il y a un épisode, moi j'ai pour habitude de dire, c'est une phrase, une épreuve est un cadeau mal emballé. Oui, j'ai entendu cette phrase. Voilà.
Et vraiment, je vais commencer à l'expérimenter petit à petit. Je ne vais pas m'en rendre compte tout de suite. Mais au moment où je me retrouve au chômage, la fille de Pôle emploi m'appelle et elle me dit, vous avez un entretien. Je dis non, rassurez-vous, je ne vais pas venir. Elle me dit, mais je ne suis pas inquiète. Elle me dit, si vous ne venez pas, vous perdez vos droits. J'y vais en traînant les pieds, je me dis, mais j'ai pas envie du tout. Je vais me retrouver avec des chômeurs, mais quelle horreur. Mais c'est horrible le chômage, mais quelle horrible. Mais j'ai l'impression d'être avec des pestiférés. Oui, carrément. Oui. J'aime tellement travailler. Oui. Et c'est une planche de salut, ce qui va se passer. Une vraie leçon de vie. On parle pendant 2 heures. Oui. Et je lui parle de tous mes projets. Effectivement, à un moment, elle me dit, vous ne voudriez pas venir donner une conférence et tout. Enfin, vraiment super. Oui. Et puis, je vais pour partir. Elle me dit, vous n'avez pas renseigné votre mail? Je dis, non, je reçois trop de mails, je suis journaliste. Non. Enfin, je suis journaliste, je ne suis plus du tout à cette époque-là. Bon, bref. Elle me dit, mais c'est dommage, on a des stages. Alors, je lui dis, mais non, mais quoi, stage pour l'emploi? Bon. Elle me dit, oui, on a des stages. Il y a Luc Besson avec la Cité du cinéma, l'école du cinéma. Oh. Alors, à l'époque, je rêve de faire des séries télé, de mettre mes romans en fiction, etc. Alors là, je dis, ah, bon. Elle imprime les trucs, j'en tire une au hasard, il y a 10 propositions de stage. Luc Besson, l'école du cinéma, apprendre à écrire une série télé. Et là, je vois, ça commence dans 3 semaines. Mais 3 800 €, je les ai pas. Oui, financer cette je les ai pas. Formation. C'est une formation. Je peux pas. Je me dis, il faut que je me fasse financer par l'AFDAS. Je cours à l'AFDAS. La fille me reçoit et elle me dit, ah madame, la dernière fois que vous avez fait un stage AFDAS, c'était il y a perpète. On a trop de demandes maintenant. Les délais, c'est 1 mois. C'est dépassé, vous ne pouvez pas. Et moi, je continue de lire, notamment Jung, qui dit que tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, il se réplique. Et que les choses viennent avec nous pour nous donner les événements viennent, les épreuves viennent pour nous donner une chance d'aller sur notre chemin. Alors je me dis, si je suis au chômage, c'est pour rencontrer la nana de Pôle emploi, c'est pour passer un bon temps avec elle et qu'elle me parle de ce stage, pour que je puisse faire ce truc-là. C'est l'épreuve, c'est le cadeau mal emballé. Sauf qu'elle vient de me dire non. Mais c'est pas grave. Alors, je suis au bord des larmes. Je lui dis, non mais il y a forcément une solution. Parce que j'y crois, dur comme fer. C'est Jung qui a dit ça quand même. Je dis, il y a une solution. Mais je suis vraiment au bord des larmes. Elle me dit, vous n'êtes pas auteur par hasard? Je dis, si. Je dis, est-ce que vous pouvez prouver? Elle me dit, est-ce que vous pouvez prouver que vous avez gagné 9 000 € en 2 ans avec mes livres? Oui. Je dis, oui. Elle me dit, pour les auteurs, le délai, c'est 3 semaines. Et de la date limite, c'est aujourd'hui. C'est ce soir. Je dis, je rentre, je vous envoie mon truc. Tac, tac, tac. J'ai repassé l'entretien, j'ai été acceptée. Je l'ai fait. Et le stage exceptionnel, j'apprends tout, fabuleux. L'école s'est arrêtée depuis. Mais 1 an après, l'école va m'appeler pour devenir prof. Et je vais devenir prof pendant 4 ans. Ça va arrêter au moment du confinement. C'est une histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire c'est pas simplement, c'est pas croire en sa chance, c'est vraiment la provoquer. Voilà. C'est la provoquer. Et à partir du moment où on se dit, il y a un cadeau mochissime dans cette épreuve. Il faut que je fasse un pas de côté pour le voir. Parfois, le pas de côté, on le fait 3 ans plus tard. Trop tard. Vous parliez tout à l'heure de me dire cette épreuve, la mort de ma sœur et de ma meilleure amie. Bon, c'est longtemps. Au moment où elle meurt, je saute pas au plafond. C'est pas la fête. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Et le bénéfice de cette histoire, je vais pas le trouver tout de suite. C'est plus tard. C'est plus tard. Plus tard. Et je vais en trouver un premier quand elle va faire plusieurs mois de coma. Et je lui dis, pardonne à ceux qui t'ont malmené. Et je m'effondre en larmes. Je me dis, mais comment je peux avoir l'outrecuidance de te demander de pardonner alors que moi, j'en suis pas capable? Je n'ai pas pardonné à certaines personnes qui m'ont fait énormément de mal. Et au moment où elle meurt, je me dis, je vais pardonner. Je suis obligée. Bien sûr.
C'est le cadeau mal emballé de cette épreuve. C'est ce cadeau, oui. C'est une très belle formule. J'ai une invitée dans un contexte différent. Natacha s'appelle Melody Hudson, qui est venue, qui est à la tête maintenant d'un fonds d'investissement, notamment pour entrepreneurs d'origine africaine aux États-Unis, et qui dit le feedback est un cadeau. Feedback is a gift. Elle n'a pas parlé de mal emballé, elle dit un cadeau. Ouais. Et notamment des feedbacks qui aident à grandir, et j'y crois beaucoup, et de manière constructive, les gens aussi dans leur vie. Mais vous, évidemment, bien au-delà du feedback, c'est même l'épreuve. Oui, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve dont vous parlez. Et il y a des fois, vraiment, on met 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Ouais. Les gens qui ont perdu un enfant et dans des circonstances atroces, de viol, de trucs comme ça, et qui ont créé des associations qui sont merveilleuses. Ouais. On va reparler peut-être dans quelques instants un petit peu de quelques de ces tragédies, de ces moments très durs de vie de peut-être beaucoup de personnes vous avez rencontrées. Mais j'aimerais que vous passiez un petit moment sur ces fameux protocoles. On les a effleurés, on les passait au-dessus de ces protocoles. Alors, comment vous est venue cette idée de créer ces protocoles et si vous pouvez, au-delà de définir ce qu'est ce protocole, donner un exemple. Je pense notamment à l'exemple de personnes parmi les auditeurs, il y en a plein ou pleines, des jeunes ou moins jeunes, qui veulent se réinventer, qui veulent se lancer dans une entreprise entrepreneuriale, qui, comme vous, veulent rebondir dans un métier qui n'a plus rien à voir, ou qui sont, comme moi, ce que j'appelle sur la seconde montagne. C'est ce superbe livre de Richard Brooks que vous connaissez peut-être, et qui s'aperçoivent qu'au-delà de réussir dans sa vie, de créer sa famille, de gagner de l'argent, il y a d'autres choses en tout cas qui ont un sens encore plus fort et qui sont là, mais qu'il faut escalader cette seconde montagne. Il y a plein de cas. Donc, à quoi servent ces protocoles, Natacha, et comment ça fonctionne? Alors, merci pour cette question. Alors, déjà, en fait, il y a donc cette série d'épreuves de chômage, de mort de ma sœur, même mort de ma meilleure amie, tout un tas d'épreuves difficiles sur le plan familial. Je pleure tous les jours et je ne me rends pas compte que je suis au bout du rouleau, probablement à ça de la dépression. Ouais. Mais comme je suis un gros bourrin, je ne le vois pas, j'ai 2 œillères et on me dit « Comment ça va ?» Hyper bien. Tout va bien. Yeux rouges, hyper bien. Bon. Et il me faut une double hernie discale pour m'arrêter. Le corps vous envoie un gros signal d'alarme. Voilà, exactement ce qui s'est passé lors du confinement. Les gens étaient obligés de s'arrêter, se sont rendus compte qu'ils allaient mal. Moi, mon corps lâche et c'est comme ça que je me rends compte. Bon. Et là, j'ai pas 36 solutions. Je vais voir un médecin, bien évidemment, parce que c'est pas optionnel, on le sait. On va voir un médecin systématiquement. Il me trouve la double hernie discale, il me donne des médicaments, mais j'ai toujours mal. Et je vais faire essayer plein de choses, etc. Et comme j'ai toujours mal, je vais me souvenir de ces gens bizarres, ces chamans, ces énergéticiens qui ont partagé avec moi ces rituels que j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, mais quand même un peu dubitative en me disant, ils sont gentils. Un petit peu sceptique. Faut être un peu naïf pour imaginer que ça va marcher, etc. Bon. J'ai plus rien à perdre, j'essaye. Ouais. Et je remarche, et tout est nickel, au bout de 3 mois sans avoir été opéré. Faisons quoi alors? Je vais y revenir. Ah, ok. En faisant notamment les recouvrements d'âme. D'accord. Bon. Et parler à son corps, ce protocole 3, etc. Bon, alors je vais y revenir. Mon mari, à l'époque, me dit, c'est tellement... Il m'a vu passer de serpillière... Ouais. Serpillière douloureuse, parce que double hernie discale, à la nana d'avant, mais même plus d'énergie qu'avant. Bon. Et il me dit, écris un bouquin. J'en viens d'en écrire plein. Je dis, mais c'est du bol. C'est de la chance. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? C'est-à-dire, le côté cartésien reprend le dessus. Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas vous-même. Donc là, j'ai tous mes proches qui me contactent, des collègues. J'ai un coach qui me dit, mon associé est coach sportif et coach en entreprise. Il va être opéré du dos, il a 80% sur 100 de finir paraplégique. Est-ce que tu peux l'aider? Je suis journaliste. Pourquoi il vient me chercher? Et j'ai que ça. Et je partage ces rituels avec eux. D'accord. Et ça marche.
Et là, je me dis, statistiquement parlant, je ne peux plus me cacher derrière la chance. Statistiquement parlant. Bon, je vais proposer des ateliers. Et donc, de 2016 à 2019, pendant 3 ans, je propose des ateliers. Et quand je fais un tour de table pour savoir qui est là, il y a des médecins, il y a des psychiatres, des psychologues, il y a des infirmiers. Pas mal de personnes qui sont assez rationnelles et qui croient à la science aussi. Voilà, avec des psychiatres qui me disent « Mais c'est incroyable, je viens de me libérer de tel truc. Ouais. » Bon. Et là, je me dis, là, il y a un outil fabuleux, et c'est comme ça que j'écris la clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Et les protocoles, c'est donc, pour répondre à votre question, des rituels chamaniques que j'ai transformés, puisqu'au moins, mon petit pouvoir, c'est les mots, j'ai transformé en protocole pour que ça soit digeste, que ça soit compréhensible. Et donc, ce sont des phrases que l'on dit, finalement, à haute voix, avec une belle intention, et ça agit puissamment sur notre corps. Alors, vous allez me dire, comment... Moi, j'essaie de comprendre comment ça peut agir sur notre corps, le fait de dire des phrases. Oui. C'est bizarre. Oui. Bon, alors, étonnant. Alors, pour ça, je me suis fiée aux travaux d'un chercheur, Giacomo Rizzolatti, de l'Université de Parme, qui a travaillé sur les neurones miroirs. Le neurone miroir, c'est ce qui permet au bébé de faire le mimétisme de ses parents quand on fait des gestes, etc. Bon. C'est aussi, si je bois, et qu'on me pose des capteurs, il y a une certaine zone de mon cerveau qui va s'allumer pendant que je bois, vous n'avez pas bu, et si vous avez des capteurs, les mêmes zones de cerveau vont s'allumer. Et avec ce principe de neurone miroir, on peut prouver également que notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Exemple. Je prends une petite boule de polystyrène, qui est de la taille, elle est un petit peu plus petite qu'une balle de ping-pong. D'accord ? Je vous la donne. Prenez-la. Voilà. Vous l'avez dans la main ? Ok. Ouvrez la bouche. Et vous la posez entre vos dents et vous serrez fort les dents sur la boule de polystyrène. Est-ce que vous avez envie de serrer les dents comme ça sur la boule de polystyrène ? Non. Est-ce que la boule de polystyrène, elle est dans votre bouche ? Elle est entre les dents encore, mais plus ou moins. Là, alors, c'est génial. Parce que vous venez de me dire, elle est entre mes dents. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas, en fait, Non. Mais... elle y est. Il y a même on se dit, ça va se détacher, c'est horrible. Non ? Elle y est pas. Et vous m'avez dit, elle est encore entre mes dents. Entre mes dents, D'accord ? Donc, notre cerveau, il fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Vous avez fait qu'imaginer. Il se fait des films, quoi, en fait. Il se fait des films. Et grâce à ce principe, génial, ce que l'on va imaginer à travers des phrases spécifiques, notre corps va l'intégrer comme une réalité. C'est aussi simple que ça. Et la meilleure preuve, parce que ça, je ne peux pas prouver, mais il y a la force de l'expérience qui est, je dirais, utilisée même dans l'industrie du médicament, c'est que mon livre, La clé de votre énergie, il sort quelques semaines avant le confinement. Je ne peux pas faire de presse, je ne peux pas faire de radio, je ne peux pas faire de télé. Il part en best-seller. Juste par le bouche à oreille. Parce qu'il y a des gens qui l'achètent à leurs enfants. 12 exemplaires. Qui l'offrent à tout le monde. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça marche. Et l'industrie médicament, aujourd'hui, on sait qu'un médicament, il est mis sur le marché par rapport à des statistiques. Totalement. Voilà. Donc, si ça dépasse les statistiques de l'effet placebo, on considère que c'est un médicament et il y a une autorisation de mise sur le marché. C'est les statistiques qui valident. Là, statistiquement, les gens qui font ces protocoles, pour eux, ça marche à tel point. Et vous avez des retours de ces gens-là. Donc, quand on dit des statistiques, vous avez des études sur lesquelles vous avez quantifié l'impact. J'ai 2 chercheurs qui ont pris contact avec moi pour mener des études, justement. J'imagine, Et j'aimerais beaucoup qu'on y arrive. C'est compliqué pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai
Des tas de témoignages, des tonnes de témoignages. Je me suis fait dans mon ordinateur tous les mots que vous avez reçus, les messages. Alors j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions aussi, mais j'ai beaucoup de gens qui font des témoignages, et notamment pour récupérer cette énergie, parce qu'en fait les deux protocoles les plus importants, structurels, qui sont essentiels, et on en a parlé un tout petit peu, c'est le protocole 5 et le protocole 6, qui sont les recouvrements d'âme, qui sont là pour récupérer notre énergie, toute l'énergie qu'on a perdue lorsqu'on a vécu des épreuves, ou lorsqu'on nous a pris de l'énergie. On en reparle dans quelques minutes. Je sais que le temps avance vite parce que c'est passionnant. J'aimerais qu'on explore ensemble un peu davantage encore quelque chose de très important dans le leadership positif, la psychologie positive, qui est l'énergie positive. Et donc l'énergie, moi je rajoute le positif derrière parce que des fois, l'énergie mal canalisée peut être nocive. Et donc, vous avez parlé, je crois, tout à l'heure de Jung, Natacha, qui a exploré l'énergie psychique collective et ses influences sur l'individu. Vous avez rencontré sûrement des chamans en Inde aussi. En Inde, le concept de prana, qui désigne l'énergie vitale, qui circule dans le corps, l'univers. En Chine, c'est le chi, qui est l'énergie universelle, qui anime toute chose. Et dans le chamanisme, de nombreuses cultures indigènes, j'avais vu ça aussi au Pérou, quand j'étais au Pérou, avec des prières et des incantations en montagne qui étaient très émouvantes, parle d'une force vitale universelle qui relie tous les êtres vivants. Alors, quelle est votre conviction personnelle sur cette énergie que l'on a en nous ou en dehors de nous avec les autres? Comment la trouver? Comment la nourrir? Comment la développer? Pour la propager aussi en soi, dans son corps, dans son esprit, dans son âme peut-être, mais aussi vers les autres. C'est quelque chose que je crois beaucoup dans justement psychologie positive. Il y a ces trois cercles, moi et les autres, et moi et le monde. Et de dire que si on est capable de diffuser cette énergie positive qu'on a en soi vers les autres et de faire ensemble quelque chose pour changer le monde positivement, on peut déplacer les montagnes. Complètement. Et l'énergie positive, pour moi, c'est super important, notamment justement par rapport à ce principe de visualisation dont on vient de parler. Si on émet une énergie positive, grâce à ce principe de visualisation, comme notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et d'imaginer comme étant réel, si on imagine l'aspect positif, on crée une réalité. Donc moi, ma vision des choses, c'est qu'on est une énergie, qu'on est tous reliés, on parle en physique quantique de vibration, qu'on est tous reliés, et que ça vous est certainement arrivé de penser à quelqu'un, elle vous appelle, cette personne, on est reliés, ou bien tiens, je ferais bien un projet, montrerais bien un projet avec cette personne, puis le soir même, on a reçu un mail. Un message, comme par hasard. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient. Je dirais que cette énergie, la manière de l'expanser à l'intérieur de nous, c'est déjà de prendre conscience que à travers ce que l'on a vécu depuis même la conception jusqu'à aujourd'hui, on en a perdu. Pour moi, c'est essentiel. Parce que, vous voyez, il y a une blessure que beaucoup de gens ont, qui est la blessure d'injustice. Et la blessure d'injustice, comme toutes les blessures, on nous la fait vivre, nous-mêmes, nous la faisons vivre aux autres, et on se la fait vivre à soi-même. Et on se la fait vivre à soi-même en étant injuste envers soi-même. Et l'injustice envers soi-même consiste à dire « je n'ai pas de blessure, je n'ai pas vécu de difficultés, mon enfance, cool, tout va bien, tout s'est bien passé toujours. Ça va à peu près, oui, c'était pas parfait, ça va, l'enfance, non, tout va bien. » L'adolescence, et aujourd'hui, non, ça va, impeccable. Avec ma femme, mon mari, non, ça va, les enfants, bien. Et en fait, le problème des gens qui ont beaucoup d'énergie, comme vous, comme moi, comme beaucoup de gens, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on en perd. Donc, accepter qu'on a perdu de l'énergie pour pouvoir mettre en pratique une technique, d'ailleurs pas forcément mes protocoles, il y en existe plein d'autres. Alors parlons d'une technique que vous recommandez pour nos auditeurs lorsqu'on a cette perte d'énergie suite à des épreuves importantes, plus ou moins importantes dans sa vie. On traverse tous des moments plus ou moins compliqués. Pour moi, c'est le recouvrement d'âme suite à une épreuve, c'est le protocole 5, c'est la base essentielle. Alors, je ne peux pas le partager parce que si vous voulez, il faut être prêt.
D'accord. Il faut avoir plus de 18 ans, Ouais. il faut être motivé, il faut le faire. Il y a des gens qui me disent « Ouais, j'ai votre livre depuis 1 an, j'ai pas encore ouvert. » C'est que c'est pas le moment. Ils Et on sont peut pas pas, prêts. Oui. dans les réseaux, dans les Forcer, choses bien comme sûr, ça, ouais, ouais. mettre comme ça. Donc ça, je comprends. m'y refuse. Donc D'accord. c'est pour ça que Oui. je le partage pas. Mais en tout cas, c'est très simple. Il faut pas l'apprendre par cœur, il suffit de le lire. Moi, je me souviens d'un médecin qui l'avait appris par cœur et qui l'a fait et qui finit en disant « C'est tellement simple que j'aurais aimé qu'on me l'apprenne en cours de médecine. » Oui. C'est une simplicité infantile. Et il suffit de le lire et de le faire une fois. On ne le refait que si on revit une épreuve. Bon, voilà. Mais pour revenir à l'énergie, Oui. il y a quelque chose aussi que, d'ailleurs, j'avais développé. J'avais donné une conférence auprès des patrons des anciens élèves d'HEC, Oui. patrons de CAC 40, sur l'énergie, auquel on ne pense pas forcément, mais qui est très importante. C'est l'énergie du lieu. Ah oui, c'est intéressant. Alors, ça. Ouais. vous avez dû beaucoup voyager Énormément. en Orient. Aussi. Est-ce que vous avez remarqué, mais même quand on vient en France, dans les restaurants indiens, chinois, voilà, le Japon, il y a toujours un hôtel. Oui. D'accord ? Oui. C'est Très pas souvent. pour faire joli. Ouais. Ça sert à quoi ? C'est que nous, on a une vision, nous occidentaux, qui est quand on veut, on peut. Notre volonté fait tout. D'accord ? Oui, totalement. En Orient, c'est pas du tout ça. En Orient, ils ont une vision qui est que notre prise de décision, notre volonté, elle ne représente que 20% dans le résultat de ce que ça va donner. Ouais. 20%, très très peu. Notre volonté. C'est-à-dire un entrepreneur, quelqu'un qui lance un projet, ou une femme qui veut tout d'un coup être coiffeuse. Ouais. D'accord ? Bon. 20%. Le lieu où on prend la décision et où on exploite ce projet compte pour 30%. Plus que notre volonté. Plus que la volonté personnelle. C'est étonnant. Ouais. Attention. Ouais. Le moment où on lance ce projet, pour tous les orientaux, ça compte pour 50%. 50%. Alors, vous avez certainement, vous êtes rendu compte qu'il y a des fois, à compétence égale, Ouais. on a l'impression d'être nul et des fois d'avoir le vent dans le dos. Totalement. D'accord ? Ouais. Tout d'un coup, on rame. On rame, ouais. Alors qu'on est aussi... Oui. Voilà. Et des fois, c'est tout chousse. Bon. Tout réussi. Il y a des années sans et des années avec. OK ? Ouais. L'aspect temporel, les orientaux, ils disent que ça compte pour 50%. L'essence Et donc, du temps. ils expliquent que nous, avec notre volonté, 20%, associé à notre lieu de vie, 30%, on lutte contre le temps lorsqu'il nous est défavorable. Donc, cette partie du lieu de vie, elle est super importante. Et il y a un protocole dans la clé de votre énergie, et notamment dans Trouver ma place, où je partage comment entrer en tout contact avec cette énergie du lieu, ce que les orientaux mettent sous la forme d'un hôtel, et qu'on ne s'y trompe pas. En Orient, enfin d'ailleurs, Chine, Inde, Japon, top 5 des pays les plus riches au monde. Hasard ou pas, je me pose la question. Mais quand j'ai dit ça au patron du CAC 40, ils étaient super intéressés. Et je leur ai dit, le gardien du lieu, l'âme du lieu, elle ne nous suit pas, elle représente le lieu. Le lieu. Et prendre conscience de cette énergie. Simplement lui dire, bonjour, le matin quand on y pense, sans se prendre la tête. Ou bien, j'ai un super contrat à négocier, j'ai besoin de ton aide. Si vous saviez la différence. Et j'ai eu donc droit à cette question que jamais j'avais eue. Y a-t-il un gardien des lieux dans les yachts ? Ah oui, ça, j'avais pas prévu. Je dis oui, il y en a dans les yachts. Ah, ça, j'avais pas prévu. Ah oui, mais j'ai reçu énormément de témoignages, et notamment une femme qui me dit, je prends contact avec le gardien des lieux en lui disant, prends soin de la maison, laisse rentrer personne malveillant. Voilà. Elle me dit, je pars en vacances, il y a une coulée de boue et d'inondation qui détruit le village entier. C'est même passé dans la presse.
Sa maison n'a rien eu. N'a Elle rien me dit, eu, en fait. Elle me dit, on a comment dire, un garage en pente. Ouais. Il n'y a rien qui est descendu. C'est inexplicable. Il y en a une autre que je cite dans mon livre. Elle est en train de partir au travail. Elle est rentrée en contact avec l'âme du lieu. Donc, elle va pour partir. Elle dit ce soir, je rentre à 16h. Bon, parce qu'on a l'impression de devenir schizophrène. On part tout seul. Voilà. Bon, mais ça devient normal. Elle me dit je vais pour partir. Et là, j'ai la clé dans la porte d'entrée. Et ma plante tombe. À ce moment-là. Je me dis, gardien des lieux, pas cool. Bon, je rentre parce qu'il y a la terre partout. Je ramasse tout. Et elle me dit, là, je me rends compte que j'avais déjeuné chez moi, j'avais oublié d'éteindre le four. Ma maison aurait brûlé. Ouais. Voilà. Et des anecdotes comme ça, il y en a plein. Et notamment pour, justement, si jamais on est dans une activité qu'on sent qu'on stagne, voilà, s'acoquiner, enfin s'associer à l'énergie du lieu pour aller de l'avant. Moi, je donne des exemples. Ça paraît bizarre, mais j'ai envie de dire, même si on n'y croit pas, qu'est-ce que vous prenez comme risque à essayer ? Rien. Au pire, de parler tout fort et que le voisin dise il parle tout seul à sa porte. Il parle à sa porte, à sa maison. C'est tout. Et après, c'est beaucoup de bénéfices. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est très intéressant. Moi, qui suis allé très souvent en Asie aussi, effectivement. Et la notion du temps, 50%, qui est quand même critique, essentielle à tout. Le moment où on prend la décision. Du bon temps, enfin, du temps, le temps à choisir, le temps de. Si mon livre ne sort pas quelques semaines avant le confinement. Ça n'a plus rien à voir. Jamais j'ai ce succès. Jamais. Les gens sont seuls. Ils ne peuvent pas voir quelqu'un. Ils se rendent compte qu'ils ne vont pas bien. Un bouquin, ils peuvent le commander. Voilà. Alors, j'ai eu aussi un autre invité, Natacha, qui s'appelle Dandapani. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être pas. C'est un prêtre indien, un entrepreneur, aujourd'hui aussi, un ancien moine. Il a été moine pendant de nombreuses années, sur le podcast. Et il a écrit des bouquins aussi, et il conseille pas mal de personnes. Il expliquait que la qualité de notre attention, en fait, c'était difficile à traduire parce qu'il parle d'awareness, et donc c'est cette notion qui correspond quand même pas mal à l'attention. Oui, tout à fait. En fait, cette attention, selon lui, détermine notre bien-être et nos émotions. Il compare l'esprit, en fait, cette attention, l'esprit d'abord, à une grande maison, très grande maison, où nous avons le choix d'entrer dans des pièces. Alors, il y a une pièce de colère, il y a une pièce de joie, il y a une pièce d'anxiété, d'angoisse, une pièce de deuil peut-être, et qu'en fonction de l'attention que l'on a à cet instant-là, justement le temps, on a le pouvoir d'acquérir à ce moment-là une concentration vraiment inébranlable. Concentration totale sur ce que l'on fait, qui l'on est, à tel instant, à tel moment. Alors, est-ce que vous avez ressenti dans vos propres expériences que l'endroit, au sens où je viens de l'exprimer, ou Dandapani exprime, de ces portes que l'on ouvre dans son esprit, en fait, va influencer notre bien-être émotionnel et notre résilience. Et surtout, dans ce cadre-là, et peut-être que vous l'abordez de manière différente avec notre protocole, comment maîtriser son attention, qui est tellement mise à mal aujourd'hui dans cette économie de l'attention qui essaie de nous distraire toutes les secondes. Voilà. Moi, je suis parti du prêtre et je suis revenu au social media. C'est une très belle transition, parce qu'on venait de parler de la maison, et le lieu, et vous parlez de je trouvais que ça se connectait pas mal. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, si vous m'autorisez. Dans Trouver ma place, j'explique notamment... c'est dans Donnez-vous toutes les chances d'aller mieux. J'ai interviewé un professeur de médecine qui exprime, qui dit « Regardez comment est votre maison, chaque pièce parle de vous. La porte d'entrée, c'est ce que donne de vous, ce que vous donnez à voir. La cuisine, c'est dans la préparation des choses, etc. Est-ce que vous passez 90% de votre temps dans votre bureau ? Et c'est très intéressant. La chambre à coucher, le grenier, la cave, les souvenirs, etc. C'est très intéressant. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, donc, votre question, c'est savoir au niveau de l'intention... De l'attention. De l'attention. De l'attention. 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 Et vraiment, comment arriver à canaliser, finalement, son esprit.
Ouais. D'aucuns appellent aussi des fois sa petite voix, Ouais. qui nous fait partir dans tous les sens, Ouais, que ce soit dans l'impuissance, que ce soit dans la colère, que ce soit dans l'émotion, Ouais. et qui fait qu'on n'arrive pas à canaliser Ouais. son attention et donc, Ouais. d'une certaine manière, après son énergie Ouais. sur un objectif, Ouais. sur une relation avec une personne, sur une activité que l'on souhaite mener à bien. Alors, l'attention, en fait, pour moi, elle est parasitée par notre cerveau qui passe son temps à nous protéger, pas forcément de la meilleure des façons, Ouais. parce qu'on est envahi par des peurs. Oui. Bon. Et j'explique, notamment dans la clé de votre énergie, que il y a des petites peurs et des grandes peurs. Les petites peurs, ce sont les peurs légitimes. Imaginons, comme moi, à un moment donné, je me retrouve au chômage, ma petite peur, c'est de ne plus avoir d'argent. Bien sûr. C'est une peur légitime. Oui. Bon. Ouais. Un enfant est malade, on peut avoir la peur qu'il aille encore plus mal. Ouais. Ou pareil pour un parent. Bon. Ça, ce sont les peurs légitimes. Et puis, il y a les grandes peurs qui sont des peurs miroirs, qui sont des peurs fantômes. Ouais. Les grandes peurs, d'après vous, c'est quoi ? C'est le deuil de quelqu'un que l'on aime, évidemment. Voilà, la peur de la mort. De la mort, ouais. La peur de la folie. Ouais. D'accord ? Aussi, ouais. Et ça, ces peurs, notre cerveau, bizarrement, il va nous les faire vivre pour camoufler les petites peurs, c'est pour nous aider. Chouette. Alors, en fait, si on manque d'argent, moi, je l'ai expérimenté, ça. Ouais. À une époque où j'avais plus du tout d'argent, j'avais hyper peur que mes proches meurent. Du jour où j'ai recommencé à gagner de l'argent, tout d'un coup, la peur de la mort avait disparu. Disparu. Étonnant. Donc, en fait, l'important, c'est de se dire que, à travers l'attention que l'on porte aux choses, on est parasité par les peurs, et que ces peurs, il faut prendre conscience que les plus grandes peurs, la peur de la mort, eh bien, elles sont là pour camoufler des peurs légitimes. Et que lui parler en disant « t'as pas lieu d'être parce que mon enfant, il est pas mort. Ouais. Il vit. Donc pourquoi avoir peur ? Je vais me donner les moyens de trouver. Donc voilà. Donc parler en fait à nos peurs, les confier, au vent qui passe en disant attends ma peur, lui parler gentiment, mais conscientiser déjà que notre attention elle est polluée par des peurs et puis aussi par le manque d'estime de soi-même. Oui. On parlait vous disiez tout à l'heure être en harmonie avec les autres, c'est aussi être en harmonie avec soi-même. Ça commence par ça. Ça commence par très ça. Important. Et l'harmonie avec soi-même, c'est nettoyer ses blessures et notamment en prenant conscience. Alors c'est ma vision des choses. Et encore une fois, je ne détiens pas la vérité et chacun en fera ce qu'il voudra. Mais moi, je suis convaincue que quand juste avant de s'incarner, notre âme sait quelle blessure elle a, elle se choisit dans cette vie en disant « Bon, dans cette vie, allez, je me prends la blessure du rejet, de la trahison et de l'injustice, parce que je suis costaud. » Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il y a certains événements qui sont prédestinés, pas du tout. Ça veut dire qu'on va rencontrer des personnes et des situations qui vont nous faire vivre ces épreuves pour tenter de nous aider à nous en libérer. Si on commence à regarder ça comme ça en disant j'attire à moi des gens et des situations qui sont là pour me permettre de dépasser et de guérir mes blessures. Ça permet de faire un pas de côté en se disant cette personne ne me veut pas du mal, cette personne inconsciemment et malgré elle est en train de m'aider, ça fait mal ce que je dis, à atteindre la mission de mon âme. Alors oui, quand on a été violé, quand on a vécu les atrocités, ce que je viens de dire, c'est inentendable. Oui, c'est clair. C'est un gros mot. Elle est folle. Et pourtant, j'ai vécu de la violence psychologique, j'ai vécu la mort de ma sœur, j'ai vécu plein de morts. Et malgré tout, je continue à dire que c'est ce qui m'a permis de me transformer et d'être vraiment différente. Donc,
et donc de pardonner à mes parents pour leurs errements, pour leurs erreurs, me pardonner moi mes erreurs que j'ai faites en tant que mère, parce que j'en ai fait plein aussi, et je continuerai à en faire. Voilà, donc là pour moi l'attention c'est être attentif à nos peurs et comprendre que peut-être à travers les épreuves de la vie et aux difficultés que nous ont fait vivre nos parents notamment, mais aussi nos frères et sœurs et nos ex et plein de gens, eh bien, c'est un cadeau mal emballé et il y a quelque chose qui doit nous permettre de nous réinventer, d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et je dis même que pour les personnes qui ont vécu des choses atroces à répétition, il y a forcément une boîte à outils exceptionnelle qui est cachée là, et qui demande à être mise Ouais. Alors justement, et il nous reste encore quelques minutes, mais je souhaiterais vraiment qu'on aborde, je sais que c'est un sujet qui est dur, mais qui concerne chaque personne, je pense, toute personne qui traverse à un moment donné dans sa vie des deuils, des deuils. Vous avez parlé évidemment du deuil de votre sœur, d'amis très très proches également, et sans doute d'autres personnes qu'elle vous teniez. Et il y a quelques années, justement, un ami m'a offert un livre à l'occasion d'un décès très douloureux. Et dans ce livre qui s'appelle, il n'a pas été traduit en français, il s'appelle « When Bad Things Happen to Good People ». Quand mauvaises choses arrive à des bonnes personnes. Voilà. Donc déjà, dans le titre, on se dit... ouf. Au secours. Oui, au secours. Il s'appelle Harold Kushner, c'est en fait un rabbin, cet homme, et il s'inspire de la perte de son propre fils pour expliquer que la souffrance découle souvent de la part de hasard inhérente à l'existence plutôt que d'une intention divine. Mais il décrit, en fait, en tant que rabbin, Dieu ou la spiritualité, en tout cas, comme une source de force et de réconfort, et non pas comme le responsable de notre douleur. Parce qu'en tout cas, quand on a une foi, on pense, la première pensée, c'est de se dire « Mais mon Dieu, pourquoi moi ? Pourquoi moi ?» Quelle est la place que vous accordez, ou pas, même si vous en avez tout petit peu fait référence tout à l'heure, Natacha, à la religion, je dirais la foi, dans son expression la plus large, ou spiritualité, lors d'un deuil, et au-delà de cela, si ce n'est pas ça, finalement, l'aide vers laquelle se tourner, quel est votre conseil pour les personnes qui vivent ces grandes peurs ou ce grand deuil qui vient frapper à un moment donné votre vie ? Ma croyance, ou je dirais même ma foi, c'est de penser que une personne qui s'en va, une âme qui s'en va, quel que soit son âge, que ce soit quelques secondes après l'accouchement, au bout de 6 ans, 8 ans, 44 ans ou 90 ans, c'est son choix. Je ne suis pas allée là-haut pour savoir, je ne peux pas prouver ce que je dis. Mais il y a tellement de témoignages de personnes qui annoncent leur mort avant qu'elles arrivent. Dans un des films que j'ai tourné, il y avait un enfant qui meurt étouffé par un Lego rouge. Il a 6 ans. Il le dessine quelques jours avant, il se dessine avec le Lego rouge dans la gorge. Ma sœur, elle avait dit à ma mère, je sais que je mourrai jeune. Mon ex-mari Stéphane, on est en Afghanistan ensemble quand son frère meurt, quasiment sous nos yeux. Il nous dit quelques jours avant sa mort, il nous dit, il va avoir 30 ans, il a 30 ans, et à son anniversaire, il a dit « J'ai toujours su qu'à 30 ans, je commencerai à vivre. » Et il meurt 2 jours après. Il a vécu autrement. Et le nombre de personnes... je connais un vieux monsieur qui, à Noël, nous dit avant Noël prochain, je ne serai plus là. Il est en parfaite santé. Il meurt en juin d'un truc fulgurant. Il le sait. Et je pense que notre âme le sait. J'ai même entendu une fois une explication que je trouve assez jolie, une fois de plus, on ne peut pas prouver, et qui dit que si on dort autant lorsqu'on est bébé, c'est parce qu'on se connaît de l'heure de notre mort et qu'on essaie de l'oublier. J'aime bien cette image. C'est quelque chose. Voilà. Et donc, ma foi, c'est de se dire que finalement,
quelle que soit la religion, parce que moi j'ai tellement voyagé que Oui. je me suis nourrie de toutes les religions, Oui. et chrétiennes et musulmanes et bouddhistes et animistes, voilà, et que finalement je dirais que c'est se nourrir d'un contact avec quelque chose de plus grand que nous, qui nous sort de notre ego et qui nous dit que tout est juste et que finalement ce qui se passe, eh bien, est là pour nous permettre de grandir autrement. Ouais. Et je dis toujours, en fait, humblement, puisque je suis passée par là, que les personnes qui connaissent un deuil, je leur dis en toute humilité, posez-vous la question, cette personne qui est décédée, comment elle, si elle vous regarde, Ouais. comment elle a envie de vous voir? Est-ce qu'elle a envie de vous voir pleurer? Est-ce qu'elle a envie de vous voir sourire? Et surtout, qu'est-ce qu'elle a envie de vous voir faire? Ouais. Comment vous pouvez vous réinventer pour la rendre fière? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie pour la rendre fière? Non, je crois énormément effectivement à ce regard ou cette âme qui dialogue encore avec nous et de ce qu'elle nous envoie en fait. Nous ici qui sommes encore une enveloppe Mais bien sûr. physique dans ce qu'on peut faire demain matin, ce soir, aujourd'hui, et sans attendre. Mon père, après la mort de sa fille et donc ma sœur, il était, comment on appelle ça quand on a peur de toutes les maladies, oui, j'ai le même blanc que vous à l'instant. Oui, complètement. On est hypocondriaque. Exactement, Donc, hypocondriaque. eh ben, quand ma sœur meurt, il a dit « je ne serai plus jamais malade ». Et ben, il a arrêté de voir la vie comme ça. Et ma mère, qui apprend en fait aux assistants sociaux à faire des marionnettes pour aider les enfants à exprimer quelque chose, a vu les assistants sociaux se transformer. Elle n'a jamais dit qu'elle avait perdu un enfant, mais dans ses yeux, il y a quelque chose qui est à l'intérieur d'elle, exprime qu'on peut se relever de tout, même de la mort d'un enfant. Ouais. Ils se sont transformés, bravo à eux. Non, voilà. Je connais aussi autour de moi des histoires incroyables de personnes qui se sont réinventées de ces drames. Alors peut-être 2-3 dernières questions pour nous rapprocher du leadership positif, où il y a beaucoup de pratiques en matière de psychologie positive, de neurosciences, de mindfulness, et finalement sur des problématiques que rencontrent beaucoup de nos auditeurs, qui travaillent dans des entreprises, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient dans une communauté, peu importe. Je dirais de manière très concrète, Natacha, quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes sur la meilleure manière de commencer déjà à gérer, à prendre conscience de ses émotions et à les gérer? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous de gérer ses émotions? Alors, quand on nous fait une remarque difficile, quand on veut dire quelque chose à quelqu'un qui réagit mal, dès qu'on a 5 minutes, l'important pour moi, c'est de prendre 5 minutes et déjà de se dire comment je le vis. Ouais. Juste prendre ce temps. On va aux toilettes si on veut. Ouais. Comment je le vis? Est-ce que je vis avec de la colère? Est-ce que ça me fait vivre de la peur en moi? Une tristesse, un abandon? Est-ce que je me sens trahi? Est-ce que je trouve ça injuste? Mettre des mots sur son... Voilà. Est-ce que je me sens dans l'impuissance? Ça, c'est très important parce que déjà, accepter reconnaître notre émotion, c'est la première étape pour lui permettre de... Ouais, je suis en colère de ce qu'il m'a dit. Oui, c'est difficile. Oui, ce que je fais dans mon entrepreneuriat, je donne tout 100%, je n'ai pas le bénéfice. Je me sens impuissant, je trouve la situation injuste. Déjà, on affirme les choses et on se les dit à soi. Ouais. Première chose. La question ensuite, c'est de se dire que si l'univers conspire autour de moi pour me mettre des situations et des gens pour me permettre d'avancer au mieux dans ma vie, eh ben, ce que je vis est normal
Et ça veut dire que je dois guérir. Donc si jamais, prenons donc 2 émotions. Qu'est-ce qu'on prend? La colère, on prend quoi? On pourrait prendre quoi? Prenons la colère. La colère, parce que ça parle à beaucoup de gens. Oui, complètement. Et puis une autre. Une autre. Alors le stress, c'est pas une émotion, c'est un ressenti. Le peur, peut-être. La tristesse. Oui, la tristesse. La tristesse. Ouais. Alors, colère, tristesse. Ouais. Bon, donc déjà, je reconnais, je vis de la colère, je vis de la tristesse. Si les choses se répliquent, si je reprends les mots de Jung qui dit que les épreuves se rejouent tant qu'on n'a pas compris le message. Bon, eh bien, je parle toujours de tsunami émotionnel. Donc, qu'est-ce que j'ai vécu de 0 à 9 ans qui m'a fait vivre de la colère et de la tristesse et qui, après, comme un tsunami, crée des répliques. Se reproduit. Dans ma vie à certains moments. Ouais. À l'adolescence, plus tard, et dans mon entreprise. Ok. Donc, mon patron me dit des trucs comme ça, ou bien mon associé me parle mal, je le vis avec de la colère et de la tristesse. C'est la réplique d'un tsunami émotionnel qu'on a presque oublié, mais qui, à l'âge de 4 ans, était un tsunami émotionnel monstrueux. Alors, la colère, le but du jeu, c'est de chercher dans l'enfance 0-9 ans la plus lointaine. C'est jamais évident à faire, ça. C'est pas évident. C'est là où un thérapeute peut aider, généralement, oui. Voilà. Mais on a toujours une petite anecdote que les gens se racontent à la famille. Ah oui, Natacha, c'est rigolo. Jean-Philippe, c'était drôle. Tu te rappelles, et on lui avait dit qu'il était pestiféré. Oui, c'est vrai. Voilà. En fait, on l'avait pris, nous, hyper... on se sentait lui, c'était triste. Un drame. C'était un drame pour lui. Et c'était même une colère. Comment il peut parler de ça de moi? Bon, voilà, d'accord. Donc, les anecdotes, ça sert aussi à ça, à se rappeler. Bon. Et là, alors on n'a plus trop le temps pour en l'exprimer, mais il y a le protocole 9 qui permet de réembellir les faits, c'est-à-dire que notre cerveau, n'étant pas capable de faire la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel, j'explique le principe en quelques mots, c'est d'imaginer Jean-Philippe à votre âge, donc 40 ans. Oui, vous êtes très généreuse, c'est bien. Et Jean-Philippe a, disons, 4 ans, qui vient avec toutes ses ressources aujourd'hui d'entrepreneur, de père, j'imagine, de mari, etc. Qui vient rassurer le petit Jean-Philippe de 4 ans, etc. Bon, donc ça, c'est une première chose. Et il y a un deuxième aspect qui est super important, parce que quand on fait les choses sans arrêt et que tout pour que ça marche et que ça ne marche pas, la plupart du temps, ça vient d'un aspect transgénérationnel. Et l'aspect transgénérationnel, ça c'est Freud qui l'a beaucoup mis en avant, et Anna Schussenberger, elle a fait 20 ans d'études cliniques sur la question, c'est de finalement se chercher dans notre famille qui, avant qu'on naisse, a vécu de la colère et de la tristesse. Est-ce qu'il y a une grand-mère qui a perdu le grand-père et donc qui s'est sentie en colère et en tristesse? Est-ce qu'il y a un père qui était un peu autoritaire, qui faisait preuve de colère? Est-ce qu'il y a une mère qui, du coup, subissait cette colère et donc qui était triste? Et donc, là encore, il y a des rituels pour se libérer de fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Malgré soi. Voilà. Et ça, il peut y avoir des fulgurances. Moi, je fais juste une parenthèse. Au moment où je vais si mal, etc., j'ai un autre problème qui est d'être invisible. Invisible. Je suis réalisatrice, je suis journaliste, je suis romancière et je donne des cours de cinéma. Je veux dire, on peut pas... c'est beaucoup de casquettes, tout ça. Personne m'interviewe jamais. D'accord. Voilà, là, vous êtes je suis invisible. Inconnu. Invisible, personne ne vient me chercher, etc. Et aujourd'hui, alors que c'est plus du tout ça, je me suis libérée de toutes les personnes qui avaient vécu l'invisibilité comme étant une solution. Un grand-père qui fait la guerre, être invisible, c'est vivre. Oui, c'est survivre, absolument. Complètement. Voilà, donc avec les protocoles, je me suis libérée et donc aujourd'hui je suis plus invisible. Voilà. Je vous avais entendu parler de tout ça aussi dans d'autres épisodes sur les livres. Donc pour les gens qui se cherchent des solutions, comprenez qu'il y a des choses à guérir qui peut-être ne vous appartiennent pas. Les choses de l'enfance et peut-être qui appartiennent à votre Il faut famille. arrêter de porter ces fardeaux.
Voilà. Et là, il peut y avoir de vraies fulgurances. De vraies fulgurances. Ça va être ma dernière question, Natacha, parce que vous avez d'autres engagements et je ne veux surtout pas que vous soyez en retard à cause de moi. Non, mais c'est un plaisir. Dans votre passage parisien avant de revenir dans votre terre bordelaise. Ma dernière question, elle s'adresse parfois, souvent, même parce que j'aime bien passer beaucoup de temps avec eux, aux jeunes générations, nouvelles générations, quelles qu'ils soient, de plus grande diversité possible. Finalement, de toutes ces rencontres, de toutes ces réalisations que vous avez faites, ces protocoles, tout ça dont on a parlé et plein d'autres choses, quelle est la recommandation que vous auriez pour ces jeunesses pour prendre la plus grande sagesse de tout cela? C'est difficile en une réponse. Pour s'embarquer dans le projet de leur vie finalement, pour trouver la clé de leur énergie et au travers de ça, assumer pleinement et de la meilleure manière possible, non seulement une confiance en eux, une estime d'eux-mêmes, mais la capacité de générer cette énergie dont on a parlé ensemble pendant cet épisode notamment, et d'arriver vraiment à prendre les rênes de sa destinée, même si ça compte que pour 20% selon nos amis asiatiques. Moi, je crois beaucoup qu'on peut avancer sur des choses qu'on a envie de contrôler, mais par contre, il ne faut jamais avoir la prétention de contrôler ce qui est incontrôlable non plus dans sa vie. Voilà. Alors, quelle serait votre recommandation pour nous ? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais dire qu'ils savent. Je crois qu'ils sont plus connectés à la Terre que nous. Beaucoup plus. Qu'ils savent de manière intrinsèque ce qui est bien pour eux, qui sont pollués par nos peurs. Ouais. N'écoutez pas vos parents, n'écoutez pas les anciens. Allez-y parce que vous êtes beaucoup plus connectés que nous. Et ce qui vous pollue, c'est effectivement les héritages transgénérationnels. Moi, il n'y a rien de tel qui me fait plaisir que ces jeunes qui ont reçu au départ le livre offert par papa, maman, qui ont dit « mais c'est quoi ce... et qui l'ont lu au premier chagrin d'amour, et qui aujourd'hui en font même dans les réseaux, sur TikTok et tout ça, parce que... finalement, se libérer sur le plan transgénérationnel des fardeaux émotionnels de papa, maman, c'est 90% du boulot, à 23 ans, moi, j'étais un peu plus tardée, quoi. Moi également, je confirme. Donc, du coup, c'est un vrai soulagement. Et vous voyez, il y a un jeune, un surfeur, qui a fait un post qui a été... mais repris à un moment donné, il a la mèche blonde, il sort, il dit « ouais, je sais pas si vous connaissez la clé de votre énergie, il y a un truc sur le plan transgénérationnel, j'ai fait le protocole ce matin, il se passait des trucs oufissimes dans la journée. » Ces protocoles, c'est de la patatos, il finit. Et ça a été repris, et du coup, j'ai une communauté de jeunes, et notamment d'hommes jeunes, qui me suivent, et c'est assez impressionnant, j'ai plus d'hommes jeunes que de femmes jeunes, grâce, je pense, à ce jeune homme. Et je me dis, c'est fabuleux. Et vous voyez, je donne un spectacle qui va reprendre d'ailleurs la clé de votre énergie le 24 septembre, un peu partout. Là, je pars même à Montréal et au Québec le 9 et le 12 avril pour le donner. Et le nombre de jeunes qui sont là. C'est majorité. Non, pas une majorité, non, mais beaucoup plus qu'à une époque. Beaucoup plus qu'à une époque, ça. Parce qu'ils sont très intéressés, et parce qu'ils ont compris. Voilà, donc faites-vous confiance. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner. Faites-vous confiance et arrêtez de nous écouter et évacuer les fardeaux qu'on vous a mis sur la tête, malgré nous. On n'a pas voulu. Eh ben, on va prendre ce dernier témoignage comme un cadeau très bien emballé, celui-là. C'est super, Natacha. J'adore. En tout cas, merci pour ce magnifique échange, qui m'a beaucoup touché. Je suis certain qu'il a beaucoup inspiré aussi beaucoup de nos auditrices, nos auditeurs, qui sont en recherche toujours de manières, tout simplement, d'avoir cet impact positif autour d'eux dans leur vie tout court, parce qu'on n'a qu'une seule vie, quoi qu'on en fasse, et là c'est à nous de le choisir. À tous nos auditeurs et auditrices, merci de votre écoute toujours, et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous lâcher avec un 5 étoiles et de gentils commentaires pour en attirer d'autres positifs et le partager avec d'autres en tout cas. Et bien sûr, on va se revoir d'ici 15 jours dans un prochain épisode du Positive Leadership Podcast. Donc Natacha, à nouveau un super merci, c'était un très beau moment que j'ai passé avec vous. Un immense merci à vous, vraiment c'était génial. Merci beaucoup. Merci.